Vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Cet épisode est un peu particulier. Il compile 4 interviews de designers intégrés qui nous partagent leur vision de la valeur ajoutée du designer dans le design thinking. En effet, les champs d'intervention du design ont évolué, depuis l'objet esthétique de William Morris lors de la révolution industrielle, au design thinking appliqué aujourd'hui dans des domaines aussi variés que l'art, les sciences, les technologies et le management. Stanford et Tim Brown ont promis le design thinking pour valoriser le travail des designers. Valoriser le fait que les designers ne font pas juste de l'esthétique, mais de la résolution de problèmes complexes en utilisant un cheminement de pensée non linéaire. Aujourd'hui, on ne parle plus d'innovation sans parler de design thinking. Beaucoup de personnes formées en école de marketing, de management, d'ingénierie préemptent le sujet sans intégrer de designer dans leur analyse. Certaines entreprises pourraient même être surprises qu'un designer ne fasse pas de l'esthétique, mais sache mettre en place cette approche de résolution de problèmes. J'ai donc demandé à Bruno Truong, François L'Enfant, Fabrice Dussolier et Philippe Picot de nous dire ce qu'ils pensent de cette évolution et quelle est pour eux la valeur ajoutée du designer dans ce contexte. Vous verrez que leurs avis convergent autour de l'intérêt du design thinking qui donne de la visibilité au design, qui permet de comprendre que le projet n'est jamais linéaire et qui rassure les interlocuteurs des designers en montrant les différentes étapes du déroulement du projet. Leurs avis convergent également sur l'apport du designer, celui qui sait faire la synthèse grâce à des outils qui lui sont propres, qui donnent une vision commune au projet et qui donnent du sens à ce qui paraît complexe. Pour commencer, vous écoutez Bruno Truong, Head of Design au White Spot Labs au CEA Grenoble. Bonjour Annabelle, donc du coup c'est vrai que avant même de répondre à la question, c'est vrai que tu mentionnais dans ton intro comment le design thinking est un peu rentré dans un vocabulaire commun et notamment à Stanford et Tim Brown qui ont amené cette méthode-là pour faire valoir en fait toute l'étendue du métier du design. Et ce que je voulais dire avant de répondre, c'était peut-être je voulais pointer en fait du doigt l'aspect commercialisation en fait de la méthode. Je pense qu'il y a un aspect indissociable. Donc effectivement, ça met en valeur les compétences, les capacités du design au-delà de ce que l'inconscient collectif en montre, c'est-à-dire l'image, les belles formes, l'aspect marketing du design qui du coup a été augmenté ces dernières années grâce au design thinking en fait. Le métier du design, je pense, est mieux compris, mais c'est sûr que c'est quand même, je pense, qu'il y a une vocation commerciale assez forte au début et je pense que IDEO l'avait pas mal compris et c'est vrai qu'on est quand même dans une période où il y a une injonction à innover en permanence et en fait cette méthode-là vient, je parle presque au passé, venait à répondre assez immédiatement en fait à tout ça. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a une manne financière quand même assez importante derrière tout ça qui se perçoit aussi, je trouve, dans tous les rachats d'agences de design qui sont faites par des agences de conseil. Et je trouve que c'est un signe assez notable du fait que commercialiser la méthode de design, c'est rentable, ou je sais pas si ça va être rentable sur le long terme, mais c'est quelque chose en tout cas qui a une véritable valeur au-delà du résultat du projet en fait. Donc voilà, ça c'était juste un petit préambule et ce que ça dit en toile de fond en fait, c'est que je pense que c'est toujours difficile de vendre du design en fait, parce qu'on vend beaucoup de promesses. Et du coup, c'est vrai que le fait de structurer par phase, comme l'a fait le design thinking, c'est sûr que c'est très rassurant pour des partenaires et on leur phase, on dit on va faire telle méthode, tel outil. C'est très rassurant et la réalité du projet est quand même souvent plus chaotique. Donc voilà, j'ai presque oublié ta question du départ, mais mais ça c'était le petit préambule qui me semblait important de faire. Il y a peut-être un aspect aussi chronologique qu'on peut évoquer. Finalement, le terme, il est sorti dans fin des années 90, 99, je crois, avec cette émission qui avait été diffusée sur ABC, je crois, tu dois la connaître, où voilà, a été filmé les méthodes d'IDEO. Je crois que c'était un caddie de supermarché, qu'ils avaient réinventé le caddie de supermarché, c'était filmé, leur méthode, etc. Ça avait fait pas mal de bruit, quoi. Et après, en enfilade, il y a aussi la méthode du double diamant qui a été démocratisée en Angleterre. C'est le Design Council
en anglais, et qui finalement disent la même chose. Et je pense qu'en fait, IDEO utilisait déjà ces phases-là sans le savoir. Et ils ont eu une approche réflexive. Et ils se sont dit, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des sortes de grandes figures imposées qu'on fait malgré tout. Et ils ont découpé ça en 4, 5 phases. Ça dépend un peu des versions. Et moi, sur le plan plus personnel, j'ai eu vent du terme quand le bouquin de Tim Brown est sorti, en fait. Donc, j'ai dû le lire en 2010 et il était sorti en 2009. Et sur le coup, je peux pas cacher que c'était une forme de révélation quand même. Enfin, on peut pas enlever ça. C'est sur notamment l'exemple du parcours. Il décrivait le parcours d'un patient dans un hôpital et qui était assez éclairant en fait de prendre le point de vue du patient qui voit le plafond plus qu'autre chose. Et ce truc-là en fait était assez marquant en fait. On s'en souvient et je me souviens de ce moment-là. Et puis après par la suite, ce que moi j'ai perçu, c'est beaucoup presque de produits dérivés en fait autour du design thinking, de cours dans des écoles d'ingénieurs, de commerce, de boîtes qui se montent, de coachs en design thinking qui ont un peu fleuri, je dirais, je sais pas, peut-être entre 2012 et 2017, quelque chose comme ça. Et avec vraiment une sorte de part de marché quoi autour de la commercialisation de méthodes de design, avec du coup pas mal de personnes qui parfois étaient pas forcément du monde du design. Donc c'est un peu ce que tu disais aussi dans ton intro. Et ce qui était intéressant, ça c'était peut-être il y a 5-6 ans je dirais, il y a eu en fait pas mal de réactions de tribunes et de frondes anti-design thinking. Tu as dû en lire aussi. Le message c'était un peu rendez le design aux designers, quoi. Et voilà, j'en ai deux qui m'aiment en tête. Il y avait une tribune de Patou Biladeroussi qui était pas mal, et une autre de Yuen Cheney qui avait été, voilà, c'était bien écrit, et ça décrivait ça en fait. Ça décrivait du design sans designer, ça fonctionne pas. Ce qui dénotait un peu d'une forme d'inquiétude et de crainte de se faire quelque part voler son métier, qui on voit s'avère complètement infondé vu de 2022, je trouve. Donc voilà, et on peut peut-être se poser la question de cette fronde, pourquoi il y a eu cette fronde, et je pense que je l'ai un peu vécu moi aussi personnellement comme ça, parce que en étant designer intégré au CEA, j'ai vu aussi qu'il y avait cette demande il y a 5-6 ans, c'est à peu près ça, il y a 3-4 ans, une demande de la part des entreprises on veut du design thinking, etc., un peu à tout va. Et il y avait une forme d'écœurement un peu de dire, mais en fait, tout ce que vous demandez, c'est un mot à la mode sans savoir ce qu'il y a derrière. Et voilà, c'était un peu frustrant. Et puis, c'est vrai que ce qu'on voyait du design thinking qui est parfois fait, c'est beaucoup de l'atelier qui est pas forcément suivi de pratique ou de passage à l'action. Et ça, c'est une sorte de dévoiement en fait de l'essence même du design, quoi, qui est quand même une discipline très pratique, très spontanée aussi, quoi. Donc c'est vrai que le fait d'avoir tout ça sur du papier à musique alors qu'on n'a pas encore commencé le projet, il y a un côté un peu qui peut un peu échauder les designers, quoi. Et puis peut-être un agacement aussi qu'il y a pu avoir, je pense, d'où ces tribunes qui étaient de voir des gens qui n'étaient pas forcément légitimes sur le domaine, qui se sont beaucoup exprimés et qui présentaient comme une nouveauté quelque chose qui est finalement un peu une réduction, un distillat de la pratique telle qu'elle existe depuis longtemps. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui me vient parce que j'ai lu il y a peut-être 3-4 ans, en fait, j'ai enfin lu le livre de Raymond Lewis, La laideur sans mal, classique que j'avais jamais lu. Et il y a une anecdote en fait sur comment il est rentré sur le marché des trains et du design de trains. Mais en fait, il avait commencé par redesigner des poubelles d'une gare. Et en fait, il explique qu'il il a passé 2 jours à regarder les gens dans leur relation avec cet objet. Voilà, il y en a qui posent des trucs dessus, il y en a qui jettent, il y en a qui passent devant, il y en a qui jettent à côté. Et je me suis dit, mais en fait, tout est dit, et en fait, ça date des années 40, quoi. Donc c'était marrant, quoi. C'était existant, mais c'était pas nommé de cette sorte et c'était pas commercialisé de la sorte, quoi. Donc voilà, d'où voilà le fait de représenter ça comme une nouveauté, alors qu'en fait, c'est une pratique, j'ai envie de dire, qui a émergé de manière très naturelle et spontanée. Voilà, ça crée un peu cette distance en fait et cette dichotomie entre des gens qui sont des spécialistes d'une méthodologie qui peut-être ne pratiquent pas forcément eux-mêmes, et puis des pratiquants du design qui peut-être n'ont même pas de méthodologie, quoi.
Donc, c'est vrai qu'on peut créer un très bel instrument et puis pas savoir en jouer. Enfin, il y a un peu cette idée-là, quoi. Et c'est vrai que du coup, ce que ça soulève, c'est la question du, enfin moi, en tout cas moi dans ma pratique, j'ai plus le sentiment d'inventer les outils et la méthode parfois au fur et à mesure du projet, en allant convoquer des choses diverses et variées. Et même si effectivement ces grandes phases de découverte du problème, de découverte de l'environnement, de définition, d'itération, elles sont toujours là, mais c'est quand même à chaque fois différent. Donc le bénéfice de tout ça, c'est qu'effectivement ça permet de communiquer de manière très claire et de sensibiliser en fait aux grands mouvements qu'il y a dans un projet de design. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu réducteur par d'autres aspects et ça enlève un peu la magie aussi quelque part qu'il peut y avoir dans un projet où il y a du hasard, il y a de l'improvisation, de l'incertitude. Et c'est vrai que quelque part vouloir tout caler dans des phases avant même d'avoir commencé, il y a un côté un petit peu sclérosant, quoi. Voilà, mais bon, c'est vrai que ça a quand même ouais, des effets positifs, quoi. Enfin, c'est une forme de régularisation dans le sens conception réglée d'un processus chaotique. En fait, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on passe notre vie à expliquer le design. Et en fait, du coup, ça a le mérite de pouvoir l'expliquer en 3 minutes dans l'ascenseur, quoi. Donc, ça répond quand même à un besoin. Et puis, ça permet ouais, de déployer la discipline auprès de personnes qui sont pas forcément proches de celle-ci. Peut-être où le revers de la médaille, c'est que c'est un aspect caricatural qu'il y a pu y avoir en fait dans la tenue de certains workshops de design thinking où ça finit par un concours de collage de post-it sans transformation des idées en fait. Et voilà, je veux pas tout mettre dans le même panier. Je pense qu'il y a des ateliers qui sont très bien menés. Et il y en a d'autres qui peuvent aussi vite être assez stériles en fait. Donc c'est pas tout noir tout blanc. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah après d'expérience, finalement ta question initiale c'était un peu ça, c'est bah qu'est-ce que le design vient apporter au design thinking, ce qui paraît ça paraît étrange de le dire, mais en fait bah du coup effectivement cette inquiétude là qu'il y avait du design sans designer, bah elle s'estompe quand même, je trouve, depuis quelques années. Depuis peut-être 2-3 ans, je trouve. Donc tout ça est très récent en fait, parce qu'il y a une désillusion de personnes qui ont fait appel à cette méthode et qui se rendent compte que ça porte pas forcément les fruits qu'ils imaginaient. Alors peut-être que parfois c'est parce qu'il n'y a pas de designer, peut-être que c'est parce que parfois il y a tout simplement pas besoin de convoquer ce type de méthodologie. Et du coup, bah, pourquoi les designers quelque part ont pas besoin de s'inquiéter? Pour l'avoir vécu moi sur des ateliers, en fait, finalement on vient mettre en musique des ateliers collaboratifs. On accompagne soit le prestataire, soit des experts qu'on vient inviter quelque part à jouer au designer. Il y a un peu ce truc-là. Donc je trouve qu'il y a un aspect fédérateur qui peut être intéressant. Mais du coup, les designers restent indispensables, je trouve, dans la capacité de projection. Vous écoutez maintenant François L'Enfant, qui a travaillé plus de 30 ans chez GE Healthcare, d'abord comme designer produit, pour finir comme manager du design global et de l'expérience utilisateur. Il vous partage sa vision de la valeur ajoutée du designer dans le design thinking. Moi, je vois effectivement plus une évolution du contexte qu'une évolution du design thinking, en tout cas. Pour moi, le design thinking, il n'a jamais été fait à l'adresse des designers. C'est plutôt un opportunisme ou une opportunité commerciale pour acculturer le client, pour éduquer le client, pour rendre attractive une offre créative. Cela dit, pour le designer, c'est une opportunité de combler ses lacunes de négociation. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Mais l'idée d'utiliser la sensibilité du designer pour répondre à des besoins clients, je trouve que c'est relativement essentiel. Mais grosso modo, pour moi, le design thinking, ça sert à générer les conditions qui sont propices à la créativité. Ça sert à engager une équipe dans un processus de co-conception. Mais pour ça, quand même, il faut qu'il y ait des résultats tangibles. Et c'est pas toujours le cas. Et il faut aussi que le design thinking puisse s'inscrire dans un processus plus large. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Le design thinking,
Ça a une force incroyable, c'est celle de faire comprendre l'importance de la pensée divergente, convergente, du non linéaire dans le process, du côté itératif, etc. Et puis c'est de s'intéresser au pourquoi. On a souvent tendance à considérer la solution avant le problème, mais en tout cas, c'est jamais, et ça ne doit pas être, un moyen de s'affranchir du besoin d'une organisation, d'une stratégie, d'une gouvernance design dans l'entreprise. Il n'y aura jamais personne de mieux placé que le designer pour questionner le process lui-même et pour passer du design thinking au design doing, parce que finalement, sans action, la réflexion est infructueuse. Donc pour moi, le design thinking, c'est l'affaire du designer et ça doit être questionné, remodelé et ça doit évoluer grâce aux compétences, au savoir-faire, à la sensibilité du designer. Mais je pense également que le design thinking, on en parle d'une manière trop isolée et que le design thinking ne se pense pas, à mon sens, bien entendu, ne se pense pas de manière isolée. Tout changement dans l'organisation, dans l'industrie, tout changement repose finalement sur un besoin, mais aussi sur un désir, sur des capacités. On ne peut pas faire les choses toutes seules. Et le design thinking, il est capable d'identifier des problèmes, de poser des solutions, et ça permet de faire des choix. Enfin, ça, c'est la partie un petit peu analyse des besoins, compréhension, utilisateur, etc. Mais à la suite du design thinking, il faut opérationnaliser les choses. Et donc, très souvent et de plus en plus, on s'aperçoit qu'on ne peut pas le dissocier d'autres process comme Lean et Agile, par exemple. Lean qui va plutôt façonner la solution d'un point de vue marché, business, et Agile qui va permettre son implémentation. Là, c'est plutôt la partie engineering et produit. Et donc, pour moi, le design thinking, si j'avais en retiré quelque chose, c'est que c'est extrêmement important, c'est formidable, mais il faut également le mettre dans son contexte. C'est ce qu'on apprend en tant que designer également. Et il faut le mettre dans son contexte et il faut être capable de générer des idées, mais aussi de travailler à l'opérationnalisation de ces solutions et à la réalisation. Et donc, il faut vraiment être en capacité de travailler avec les autres équipes pour pouvoir à la fois façonner ces solutions et les implémenter. C'est au tour de Fabrice Dussolier, Apply and Advanced Design Manager chez Mecalac, de partager son avis. Alors écoute, moi ce que je vais dire, c'est que le design thinking en soi, effectivement, ça a été théorisé pour un besoin de pédagogie, aussi par rapport au métier qui finalement depuis longtemps intègre ces données d'empathie, d'intérêt de l'utilisateur, de tester des concepts auprès de gens de terrain, etc. Donc c'est une démarche qui de toute manière est complètement constitutive du métier. C'est quelque chose qui peut-être est pratiqué pratiquement au jour le jour par énormément de designers, mais qui n'est pas suffisamment expliqué ou réexpliqué peut-être au sein des entreprises. Ce qui fait que des métiers comme le marketing ou même parler de l'approche scientifique, etc., effectivement, elles peuvent tout à fait appliquer ces méthodes qui sont des méthodes d'analyse, en fait, des méthodes de pourquoi on fait quelque chose et comment on va le construire, en fait. C'est-à-dire que ça fait longtemps, je dirais, que le design, on sait qu'il n'est pas uniquement cantonné à l'esthétique, même si le travail de l'esthétique n'est pas du tout à dénigrer, puisqu'il est complémentaire à l'approche globale, et souvent c'est le résultat aussi. L'approche esthétique est d'autant plus bonne que le travail en amont a été fait. Donc moi, en tout cas, pour l'avoir expérimenté pendant des années en agence et maintenant en tant que designer intégré, ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un sujet, de toute façon, il faut toujours se poser la question dans quel contexte on va développer ce produit, pour quel utilisateur,
Est-ce qu'on va répondre réellement à un besoin? Est-ce qu'on a besoin de se décaler par rapport à un marché qui est trop contraint en termes de coûts, en termes de concurrence, etc. Et que finalement, la méthode, c'est la seule méthode possible pour arriver à faire de l'innovation. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas innover si on n'intègre pas cette méthode qu'on appelle design thinking. Après, moi, je trouve que c'est toujours un peu des anglicismes qui permettent tout simplement de créer des bullshit jobs, mais le designer, ce qu'il a en plus, je dirais, de tous les autres métiers, c'est que non seulement il applique ces méthodes depuis longtemps, mais qu'en plus il a des outils très simples pour synthétiser des idées, et notamment un outil que n'ont pas tous les autres métiers, qui est capable de faire une synthèse dans un seul dessin, ou dans un storyboard, ou dans un petit scénario d'usage. Et ça, en fait, c'est une valeur du métier de designer et des outils de designer qui est irremplaçable. C'est-à-dire que un dessin vaut plus que 25 pages de rapport. Donc cette force du design de synthétiser sous forme visuelle des idées qui peuvent être émises autour d'une table, ou autour d'un panel utilisateur, ou autour d'une idée je sais pas, on a besoin de faire un pas de côté, par exemple, sur un marché, parce qu'on s'aperçoit qu'on est frontal à des concurrents, ou parce que le marketing ne fait que du bench. En gros, on dit il faut faire à peu près la même chose, mais à un prix plus bas, ou alors avec juste 3-4 lignes différentes. En fait, cette force-là du design, c'est tout d'un coup d'être capable de mettre dans la tête de tout le monde une perspective avec juste un visuel, et autour duquel tout le monde va pouvoir se réunir avec une vision commune. Et pour moi, c'est ça essentiellement ce que j'appellerais le design thinking, c'est-à-dire d'être capable de prendre les choses de manière globale, s'intéresser effectivement aux utilisateurs, aux personnes qu'on va toucher, être empathique, se poser la question de quel est leur quotidien, comment on peut leur apporter des réponses, être capable de déceler aussi peut-être des signaux faibles qui font qu'on va pouvoir amener des réponses qui vont être un peu en décalage des usages habituels. Une méthodologie de travail qui a toujours été faite de la même manière, d'un coup de dire on se repose la question, on se remet dans la position de l'utilisateur, et comment on fait pour lui améliorer son quotidien, comment on peut l'aider, comment on peut lui redonner aussi de l'envie, du rêve, puisque je pense que dans notre métier, il y a un élément qu'on sous-estime, c'est la force poétique et la force évocatrice d'un objet, en fait, qui est hyper importante. Quand on parle de l'effet waouh, souvent cet effet waouh, il fait appel uniquement à des principes émotionnels et irrationnels, en fait. Et alors après, nous, on a un métier qui est dans le concret, donc bien sûr que quand on dessine quelque chose, il a forcément une fonction, mais la force symbolique et évocatrice de l'objet, on l'aperçoit pas suffisamment, en fait. Voilà. Donc je dirais que s'il fallait résumer par rapport à tous les gens qui utilisent cette méthode, je pense que cette méthode, elle est applicable dans tous les métiers, puisque c'est juste une méthode réflexive sur pourquoi on agit et dans quel objectif. Et après, par contre, le design, il a une force incroyable, qui est cette capacité à évoquer et à faire rêver. Donc, c'est un peu comme ça que je pourrais synthétiser. Nous finissons cet épisode avec Philippe Picot, designer intégré pendant plus de 30 ans dans différentes entreprises dans le secteur de l'industrie et de la grande distribution. Quand vous dites les champs d'intervention ont évolué, oui, mais pas la démarche. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon master D'abord, j'étais dans une école des Arts Déco qui, à l'époque, n'était pas du tout orientée vers l'esthétique.
c'était plutôt on était issu du Bauhaus, c'était forme follow fonction, on traitait des sujets et non pas des objets. Moi, mon mémoire, c'était une aire de jeu pour enfants. Hein, c'était pas de faire un ballon ou de faire un jeu, c'était une aire de jeu pour enfants. Alors évidemment, le résultat, il y a un produit, mais toute la démarche, c'est du design thinking comme on l'entend aujourd'hui. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, mon sujet, c'était le transport des enfants handicapés avec des enfants non handicapés. Donc, c'était pas non plus de faire un bus, c'était de passer du temps à observer et à comprendre comment fonctionnait le système, les institutions, les transports, les véhicules, l'existant, etc. Et à partir de là, d'avoir des propositions qui effectivement seront aussi un objet. Et cet objet aussi, il aura des qualités esthétiques puisque ça fait partie de notre apport. Mais les médias français ont toujours communiqué sur le résultat, sur l'objet, donc il y avait des qualités esthétiques et donc on en déduit que le design faisait du beau. Voilà. Mais pas du tout la démarche. Et ce qu'a fait, comme vous le dites, Tim Brown, c'est ni plus ni moins de dire les gens comprennent rien en design, donc on va décrire la méthode, on va l'appeler design thinking et les gens vont et c'est ce qui s'est passé, et de la faire entrer dans les universités. Mais rien n'a changé. Je veux dire, le design a toujours été pareil. Il y a 50 ans, le design avait la même démarche. C'est simplement qu'on a appelé ça design thinking et que les écoles, les universités et les consultants se sont gavés sur cette méthode-là en disant, ben voilà, nous on a la méthode, donc on va vous faire du design thinking. Mais je me souviens d'une chose qui m'avait frappé aussi. Dans les années 2000, on peut le trouver encore sur le site de la Commission européenne. La Commission européenne s'était dit qui voulait, la section qui s'occupait de l'innovation s'était dit, purée, mais il y a des gens, ça s'appelle des designers, qui innovent. Est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de leur démarche pour développer ça au niveau global et au niveau des ingénieurs? Et donc, ils avaient sélectionné 3 entreprises. Il y avait Electrolux, il y avait les aéroports anglais, je ne sais plus lequel, et puis Decathlon. Et en fait, ça avait été fait à travers, en France, le CNAM. C'était Monsieur Roure, qui existe toujours d'ailleurs, qui est toujours au CNAM, et la PCI, avec Anne-Marie. Donc, ils avaient sélectionné Decathlon, qui était Bon, moi, j'étais arrivé depuis 2 ou 3 ans, donc c'était en plein boom, on communiquait beaucoup, etc. Et donc, on était allé à Bruxelles présenter la démarche d'innovation liée au design. Et à la fin de ça, en fait, la conclusion, ça a été que finalement, ils avaient compris, on m'a dit, l'ingénieur du CNAM, m'a dit, oui, en fait, la démarche n'est pas suffisante. En fait, c'est aussi votre apport de designer qui fait que cette démarche peut être innovante. Donc, il avait compris que c'était pas un outil. Parce que les gens pensaient, donnez-moi l'outil, comme le design thinking aujourd'hui, donnez-moi l'outil et puis nous, on va innover. Mais non, ça marche pas. Et il avait compris ça. Donc, c'était pas mal déjà. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas compris encore aujourd'hui. Donc, le design thinking devient une espèce d'activité du design un peu en dehors du design. Alors on parle du design aujourd'hui à travers, il suffit de lire Intramuros, on parle du design à travers des gens même des gens qui ont des qualités, comme Nathalie Crasset, des gens qui créent des objets, qui créent des environnements, qui apportent quelque chose. Et puis à côté de ça, il y a le design thinking qui est une méthode qui va permettre d'innover dans des projets. On a intégré les jeunes qui sortent des écoles d'ingénieurs, par exemple. Aujourd'hui, on leur explique la méthode. Pour innover, il faut sortir un peu de l'analyse de la valeur et de l'analyse fonctionnelle. Il faut faire entrer des problématiques d'usage et donc on leur parle du design thinking. Quand ils arrivent dans les entreprises et qu'il y a des designers intégrés, est-ce que
la liaison se fait bien entre l'ingénieur ou le marketeur qu'on a formé à cette méthode-là, mais finalement, dans l'école, il n'y avait pas de designer. Quand ils arrivent dans l'entreprise, ils sont formés et il y a des designers. Et est-ce que vous avez vécu, vous, cette liaison entre les deux? Alors, j'ai vécu. Bon, Carrefour a été l'expérience la plus globale en termes de design, hein. Plus forte que chez Decathlon. Decathlon, c'était idéal, hein. Decathlon, c'était voilà, on change de business model, on va créer des marques et je traduis, hein, mais nous, le marketing, on n'aime pas, donc on fait des équipes avec des ingénieurs, des sportifs, des designers et chefs de projet, et vous allez créer des marques et des produits. C'était l'idéal, mais en même temps, voilà, c'était facile parce qu'il y avait cette approche très, très binaire. À Carrefour, pas du tout, il n'y avait pas de design. Par contre, il y avait énormément de budget de design. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'escalier là, scandinave, moi je l'ai refait. Il n'existe pas, la phase 0 n'existe pas. Il y a toujours du design. Des millions d'euros dépensés en design, sauf qu'il est dépensé par des gens du marketing, par des chefs de projet, par des ingénieurs, avec des agences extérieures. Donc, il n'est pas managé. Or, c'est ça le problème, il n'est pas managé. Quand vous avez un ordinateur dans une entreprise, vous avez un service informatique qui est managé. Vous n'allez pas acheter tiens, je vais acheter mon PC à côté. Quand vous êtes dans la comptabilité ou la finance, vous avez une direction et vous n'allez pas chercher un comptable, etc. Dans le design, si, c'est le seul service, le seul service juridique surtout pas, donc le seul service dans l'entreprise où n'importe qui peut aller chercher une agence de design. Donc déjà ça, c'est quand même un peu spécial. Ensuite, moi, j'ai monté une direction petit à petit parce qu'il n'y avait pas de designer dans l'entreprise. J'ai monté une direction qui n'existe pas ailleurs, puisqu'il y avait les tendances, le packaging, le produit, l'identité de marque, l'architecture intérieure, l'espace de vente. J'avais recruté. Donc, moi, j'ai regardé partout, même à l'étranger. Je n'ai pas vu d'entreprise qui avait sous une même direction design le format du magasin, le packaging, l'identité visuelle, le produit et les tendances. Je n'ai pas trouvé. C'est pratiquement exceptionnel. Mais j'ai eu un autre problème, c'est que, comme vous le disiez, en entreprise, j'ai eu 3 PDG et 6 ou 7 patrons. Donc, à chaque fois, 6 ou 7 patrons sur 9 ans, ça veut dire pratiquement tous les ans et demi, il faut expliquer ce que l'on fait. Et donc, en fonction de la stratégie du PDG et donc du patron que j'avais, de changer l'orientation. Même si, comme le design n'est pas très visible, pas très compréhensible, j'arrivais à faire des choses qu'eux ne voyaient pas. Il y a une personne à un moment donné qui est rentrée dans l'entreprise parce que Carrefour, comme beaucoup d'entreprises, grosses entreprises, fait venir ce qui s'appelle des graduates. C'est-à-dire, ils recrutent dans les meilleures écoles des ingénieurs ou des gestionnaires, enfin des grandes écoles en tout cas, pour devenir des managers de l'entreprise. Et parmi ces gens-là est arrivée une femme très compétente qui avait fait les mines, parce qu'elle avait fait la section innovation aux mines avec Armand Artuel. Et donc, elle est venue chez nous et elle a été passionnée par le design. Donc, après, elle a fait l'innovation et après, elle a même fait une masterclass à Strat pour développer ça. Donc, c'est une personne qui est brillante, qui a des méthodes d'ingénierie, donc de créativité liées à ces écoles-là, et qui a maintenant un vernis, en tout cas une sensibilisation au design. Et donc, quand je suis parti, c'est elle qui a pris la direction du design de l'entreprise. Mais voilà, c'était pas une designer. Donc la direction artistique, elle pouvait pas la faire, elle pouvait pas. Donc moi j'avais mes anciens collaborateurs qui me disaient bah ouais mais avant je venais te voir pour discuter sur les propositions, sur les projets, maintenant je peux pas aller la voir parce que bon voilà. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Bah comme tous ces jeunes qui sont brillants et qui évoluent,
ils changent de poste tous les 2 ou 3 ans. Donc elle est partie sur un autre poste. Maintenant, elle s'occupe de la boulangerie, donc on peut rien à voir. Hein. Mais voilà, et donc du coup, le design, il s'est diletté, c'est-à-dire que la directrice du marketing a dit, moi je prends cette partie de l'identité de la marque. Le patron des achats a dit, moi je prends le produit, etc. Et donc les directions se sont divisées. Parce qu'il n'y a pas de compréhension, notamment de la part de M. Bompard, le PDG actuel de Carrefour, du design. Et le meilleur que j'ai eu comme patron, c'était un monsieur brillant qui était un senior d'une grosse boîte de management, qui était Cornet, et qui était le bras droit du PDG de l'époque. Et il m'avait dit, c'était un type extrêmement intelligent, une intelligence, je veux dire, un cerveau, voilà. Mais il m'avait dit, moi, je connais rien au design, mais j'ai envie de vous garder. Donc, il m'avait gardé sous moi directement. Donc, j'étais très bien placé dans l'entreprise, puisque j'étais N-2 de l'entreprise. Et donc, il m'a jamais rien demandé sur ce que je faisais. Ce que j'en faisais en pratique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas intéressé par ce que l'on faisait de matériel. C'est-à-dire que le packaging, on faisait 12 000 packaging par an, hein, les produits, etc. Ça l'intéressait moyennement. Il me faisait confiance. Il me disait rien là-dessus. Voilà. Mais j'ai compris après, c'était ce qui m'intéressait. Et ça, c'était important. Et ça, c'est important par rapport à notre sujet de création de valeur. Pour lui, la création de valeur du design dans l'entreprise, c'était pas de créer des produits ou du packaging, etc. C'était de dynamiser l'innovation au sein des services. Et il avait compris, à travers les expériences qu'on avait faites et les relations qu'on avait créées avec les services, hein, je prends toujours l'exemple d'un jour du directeur de la boucherie qui est venu me voir en me disant « il paraît que vous pouvez m'aider ». Directeur de la boucherie. Hein, alors, évidemment, c'est très éloigné du design, mais en même temps, c'est un monsieur qui pesait plusieurs milliards d'euros. Et donc, dynamiser l'innovation au sein des services, en les initiant à des démarches, en les challengeant les équipes et en collaborant avec des projets. Et donc, en fait, on est arrivé à faire 40 workshops dans l'année, grâce à ça, avec des gens mais totalement différents. Ça pouvait être quelqu'un des achats, ça pouvait être quelqu'un des finances, ça pouvait être quelqu'un du commerce, du magasin, etc., qui nous disait, voilà, nous, on aimerait innover dans le concept commercial. C'était comme ça le brief. Et puis, voilà, on discutait, on montait un atelier. J'avais créé une maison fictive dans laquelle il y avait un salon, une cuisine, etc. Et dans cet environnement-là, on faisait le workshop qui pouvait durer plusieurs jours, tout dépendait du sujet et de son importance. Et donc, c'est quand même intéressant, c'est la première fois qu'un patron me disait, tu vas pas faire le packaging, mais tu vas faire de l'innovation. Tu vas même pas faire l'innovation, tu vas dynamiser l'innovation des services. Au nom de l'ACDI, je tiens à remercier ces 4 designers d'avoir accepté de participer à cet épisode sans savoir à l'avance qui participait et ce que chacun d'eux allait dire.